Ici, on a une toiture avec des lucarnes, là-bas, non. Donc, quelque part, on est sur deux bâtiments différents. Nitrate, potasse, phosphate, c'est ça qu'on a ici. Le chanvre va apporter un côté rupteur thermique. Il n'est pas franchement isolant, parce qu'il n'a pas les valeurs suffisantes pour qu'on puisse le qualifier comme ça, mais il transmet beaucoup moins la chaleur. Est-ce que lorsqu'il y a une pénurie d'électricité, je peux manger des haricots verts en conserve, ou est-ce que je peux manger des crudités, ou est-ce que je fais des frites? S'il y a un blackout et qu'on a une friteuse électrique, on ne fait pas de frites. Bonjour, nous sommes quelque part dans l'ouest, entre l'ouest, on dira entre Laval, Rennes, Angers, etc., dans ces coins-là. Donc nous sommes face à un mur en pierre, pas très épais. Alentour, donc il n'y a pas de particulièrement d'eau, mais il y a quand même 3 petits étangs, pas loin. Donc la nappe phréatique, l'aquifère est pas loin. Et probablement qu'il y a des remontées capillaires. Elles ne sont pas dramatiques de ce qu'on a pu en voir, bien au contraire, mais on a ici une preuve qu'il y en a. Donc si tu peux t'approcher, Yolande, voilà, et prendre ici, en gros plan. Voilà, tu vois où j'ai mon doigt là et là. Voilà, là on a ici des traces. On en a aussi ici. Donc ça, j'ai regardé, voilà, on frotte là. Voilà, c'est de travaux antérieurs, c'est du plâtre. Il y a un petit bout qui est tombé. Hein. Donc ça, c'est du plâtre. On en a ici aussi. On a pas mal de traces. Autrefois, il y a probablement eu du plâtre sur ces murs. Ils ont été purgés du plâtre. Bon, voilà, c'est la vie des maisons, hein, c'est comme ça. Et il y a eu les joints ont été refaits. Voilà, si on écoute bien, ça sonne creux par endroits et d'autres endroits non. Là, ça sonne pas pareil que là, par exemple. Hein. Et on le voit ici sur le côté. On va pas l'enlever, hein, mais peut-être un petit peu ce petit bout-là. Voilà, ça se détache. Pourquoi ça se détache? On a ici des joints qui ont été faits au fond. Donc, c'est des joints qui sont probablement bâtards. Il y a sûrement un peu de ciment blanc, il y a de la chaux et il y a du sable. Ils sont plutôt jolis. Mais qu'est-ce qui alerte? Voilà, on a ça ici. Voilà. On a cette efflorescence-là, blanche, qui est là, qui tombe. On en a encore plus ici, je vais le prendre avec le doigt. Voilà, j'arrive pas à le prendre, hein. C'est totalement différent de ce qui est tombé tout à l'heure. Ça, c'est précisément ce qu'on appelle du salpêtre. Le salpêtre, je l'ai souvent abordé, c'est quand les remontées capillaires remontent dans le mur, elles suivent le mortier qui a servi à assembler les pierres, puisque là, c'est un granit, on est dans une zone où il y a du granit, donc le granit est très peu perspirant, pratiquement complètement fermé, donc ça ne peut pas passer par là, les migrations, les remontées capillaires ne peuvent pas sortir là, elles ne peuvent sortir qu'au niveau des joints. Et compte tenu qu'on a quand même pas mal de ciment, je pense, dans ces joints là, ben voilà, ça sort ici. Hein. Donc voilà, on en avait ici, ici, ici. Il y en a peut-être d'autres ailleurs. Et également, vous voyez, ici, voilà, si je frotte comme ça, on voit, il y a un peu de toile d'araignée, mais on voit des différences de couleurs entre là et là. Et là où c'est sec, je frotte, il ne tombe rien. Là où ça a l'air humide, je frotte. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais ici, on a tendance à avoir des petites choses qui tombent et qui nous donnent cette poussière qu'on a là. Et ça, ce sont des preuves de remontée capillaire. Mais là où c'est pas dramatique, c'est que ça sort. Donc, il y en a, mais les murs se défendent bien. Ça, c'est une bonne chose pour la maison. Voilà, on en voit encore ici. Voilà. On voit que par rapport au plâtre de tout à l'heure, ça tombe vraiment tout seul, quoi. Ça, ici, ce salpêtre, c'est de nitrate, potasse, phosphate. C'est ça qu'on a ici. Hein. Donc, voilà, totalement différent, je le redis, de ce plâtre ici. Donc là, on a donc des pierres. Hein, le mur est monté en pierre. On a du joint qui a été fait dessus. Hein, et voilà, on entend bien. Ça sonne ce qu'on appelle creux. Je prends ici où on n'a pas du tout les mêmes effets.
les mêmes apparences, ça sonne pas creux. Pas du tout la même chose. Quand ça sonne creux, ça veut dire que au fur et à mesure que le mur se décharge de la minéralité qu'il a, qui est en excès, parce qu'elle a été bloquée en bas, eh bien, elle monte et elle sort plus haut. Et quand elle sort ici, automatiquement, derrière, là, il y a un tout petit peu de salpêtre qui s'est dégagé. L'eau elle-même, elle s'est matérialisée sous forme liquide ici. Tout ça a généré un désordre qui fait que ça qui était collé, voilà, qui n'est plus, qui était collé comme là, ben, ne l'est plus. C'est-à-dire que là, on a eu, voilà, on le voit ici, du salpêtre, là un petit peu, hein, qui est sorti, mais, alors, pas forcément beaucoup, mais suffisamment pour qu'ici on n'ait pas de désordre. Par contre là, on n'en a pas eu, et ben, il est sorti là, derrière, et il nous a généré un désordre. C'est-à-dire que le mur, une fois de plus, eh ben, se débrouille tout seul. Et il enlève ce que certains humains ont considéré comme étant beau et à mettre ici. Mais le mur dit, moi j'en veux pas, je fais le ménage. Et si on le laisse faire, le ménage, il va mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la nature s'en fout, elle a tout son temps. Et le temps de la nature n'est pas le temps humain. Et dans 10, 15, 20 ans, il y a de grandes chances qu'on ait beaucoup d'endroits, y compris là où ça ne sonne pas, enfin ça sonne non creux, il y a de grandes chances que dans quelques années, ça sonne comme là. Et petit à petit, ben, ça tombe tout seul. Donc j'en ai enlevé un petit bout tout à l'heure, hein, je ne sais plus où, par là, qui est là. Hein. Je l'ai enlevé sans outil, je l'ai pris avec le doigt, j'ai tiré, voilà, c'est venu. Je ne sais plus d'où il vient, je crois qu'il était là. Je crois qu'il était là. Donc ouais, ça devait être quelque part. Ouais, ben, on retrouve la forme de la pierre, ouais, ça devait être quelque part par là. Et donc, ben, on va voir, hein, je vais expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Hein, mais pour le moment, là, on a vu la pathologie et on va voir la médication. Donc on a monté, on est toujours dans le même coin. Donc là on voit ici une lézarde. Voilà, elle est là. Elle est là et on la retrouve ici. Voilà, elle fait ça, comme ça. Là, voilà. Et là, bon, on la retrouve un peu par là, elle vient un peu par là. Hein. Bon, mais c'est pas très méchant. Toutes les maisons anciennes ont des lézardes. On en a une autre petite par là. Elle est là. Voilà. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est les rides de la maison. Une dame, un monsieur peuvent avoir des rides parce que voilà, on a 50, 60, 70 ans. On a deux solutions. Comme moi, on les remplit de l'intérieur. Donc, on les estompe. Mais on grossit un peu. Hein, ou on les garde. Et ben voilà, on devient une belle personne âgée. La maison, là, bon, elle affiche l'âge de ses artères. Mais c'est absolument pas grave. Hein. Faut pas craindre ça. Et par contre, là, on voit ici, il y a un trou. Et là, c'est simplement, quand les gens ont travaillé, eh ben, ils n'ont pas rempli. Parce que ce sont des pierres qui sont empilées. Et on dit autrefois, les gens travaillaient vachement bien, etc. Bon, ils ne travaillaient pas mieux que maintenant. Ils n'étaient pas plus convaincus qu'il fallait vraiment, etc. Et puis de temps en temps, ils étaient que s'ils avaient bu 2 ou 3 litres de cidre ou de vin, bah, ça allait moins bien pour bosser. Et là, manifestement, le maçon qui a monté les murs, ben, il a oublié de mettre du mortier. Vous voyez, regardez. Voilà. Je suis allé. Voilà, tout ça, il n'y a pas de mortier dedans. C'est simplement un oubli du maçon. Pas grave du tout. Parce que des trous partout dans les murs, là, il y en a partout. Celui-ci, simplement celui qui a fait les joints, il aurait dû mettre un bout de papier derrière, puis au moins cacher ça, quoi. Parce que la combine, si on met un bout de papier, on laisse 2 cm, hop, on tire notre joint, personne ne voit. Il n'y a pas de dommage au mur, donc c'est pas grave. Mais là, on le voit. Alors ça, c'est le genre de truc, vous voyez un trou comme ça, ben, vous regardez, voilà. Bon, ok, voilà. Bon, ça se trouve être dans le prolongement de la fissure. Voilà, on a une liaison de 2 pièces en bois. On a ici du minéral. Bon, bah, tout ça, il y a des différences de dilatation selon l'humidité, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est pas plus grave que le reste. C'est un désordre visuel. Et puis, c'est un peu emmerdant si on n'aime pas les araignées, si on fait de l'arachnophobie. Parce que là, elles vont être bien là-dedans, quoi. Elles vivent tranquilles, hein. Donc, bon, voilà. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Donc, nous sommes dans une maison. La propriétaire nous demande si elle peut garder ses pierres et les joints, parce que les pierres sont apparentes. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est joli, c'est bien réalisé, c'est beau. Hein, et elle dit qu'elle aime bien la matière.
Et par contre, elle dit, j'aime pas avoir froid. Et je t'ai entendu parler, parce qu'on se tutoie, parce qu'on est devenus copains, voilà, bon bref. Je t'ai entendu parler de panneaux rayonnants, j'ai pas tout pigé ce que c'est. Comment les choses marchent. Alors, on va prendre un petit peu de temps là-dessus. En fait, le confort est lié à plein de choses, dont nos échanges d'infrarouge avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est au-dessus du zéro absolu, au-delà de moins 273 degrés Celsius, émet des rayons infrarouges, mais plus les éléments sont chauds, plus ils en émettent. Et donc, quand moi j'émets vers d'autres éléments, j'en reçois de ces autres éléments, mais si j'en émets plus que je n'en reçois, je crée un déséquilibre et je me refroidis. Ça, c'est l'hiver. Et par contre, plus j'en reçois et moins j'en émets, ça, c'est l'été, je ressens de l'inconfort par excès de chaleur. L'hiver, on en émet plus qu'on en reçoit, inconfort dû à un ressenti de froid, et été, on en reçoit plus qu'on en émet, inconfort dû à un excès de chaud. Alors, avec quoi échange-t-on? On échange avec tout ce qui nous entoure, y compris ici, ce mur. Et les capacités de ce mur à accepter et à renvoyer, ou, au lieu de renvoyer vers moi, transporter dehors, c'est ce qu'on va appeler l'effusivité et la diffusivité. Si on se donnait une image, l'effusivité, mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est une image. Si j'avais un miroir ici, j'envoie un rayon lumineux, il revient vers moi. L'effusivité, j'envoie un rayon infrarouge, le matériau de surface le capte, monte en température et pas instantanément mais presque, réémet des infrarouges et je le reçois. Et plus le chiffre qui marque la qualité de l'effusivité est bas, la formule est faite comme ça, meilleur c'est. Et donc l'effusivité des pierres et de ce minéral-là, le minéral encore ça irait pour les joints, mais les pierres là, c'est une effusivité qui n'est pas bonne du tout. Donc le rayon lumineux il arrive, hop, il est arrêté, il n'est pas renvoyé, donc il disparaît, et il disparaît en quoi? En chaleur. Arrêter un rayon lumineux, c'est provoquer sa dissipation sous forme de chaleur. C'est pour ça qu'on se chauffe en mettant la main face au soleil ou devant un feu. Il y a un feu, c'est un réflexe, on arrive, oh j'ai froid. Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on fait. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Donc voilà pourquoi on le fait. Et donc, le fait que ce rayon lumineux est arrêté et non pas renvoyé, ça veut dire qu'il reste dans la pierre. La pierre, c'est du minéral. Ça, alors je donne des noms techniques. Une conduction, une conductivité qui n'est pas bonne, c'est ce qu'on appelle le lambda. Et donc la calorie qu'elle a, la chaleur qu'elle a, elle est très vite évacuée vers l'extérieur. Et donc si je garde des pierres là, ok c'est beau, mais c'est pas bon pour le confort des habitants qui sont dedans. Si par contre, j'ai dit tout à l'heure, ça c'est meilleur, le joint. J'ai dit que le mortier là, il a une meilleure effusivité que la pierre. Si je fais un mortier partout ici à la chaux, sable chaud par exemple, je vais avoir une meilleure effusivité, donc je vais toujours avoir mon rayon lumineux, celui que moi à l'infrarouge j'ai émis, entre autres, hein, il va arriver là, ça va faire monter en température la surface, et ça va en renvoyer une grande partie à mon profit, au profit des autres éléments, qui eux-mêmes vont en capter, en renvoyer, etc. C'est un échange permanent dans tous les sens. Si j'ai la bonne idée, en plus de ce parement final, qui a une bonne effusivité, parce que j'ai dit ça en renvoie une grande partie, ça veut dire que ça ne renvoie pas tout. Ça veut dire qu'il y a une partie qui reste dans notre petit enduit là qu'on va avoir là, la première couche. Et si je n'ai que ce parement de façade, j'ai une partie qui part dans la pierre et qui part loin derrière. Alors si je peux, avant de faire, et on parle déjà un petit peu de ce qui serait possible d'envisager, hein, avant de faire mon enduit final, qu'on va appeler le parement, parce que c'est son nom en plus, donc voilà, on n'a pas inventé grand-chose, hein, je mets un correcteur d'effusivité, un correcteur thermique, parce que le fait que la chaleur soit dans un matériau et transportée, c'est la conduction et la conductivité. La conductivité fait que je garde une partie de cette chaleur, elle est dans le matériau, je ne la renvoie pas directement, elle est là, mais elle-même, elle va être transmise par contact avec l'élément qui est devant, qui est le parement. Et plus mon parement est chaud,
plus il va réémettre d'infrarouge vers l'intérieur. Donc, vraiment, la martingale gagnante, c'est un correcteur thermique. Et donc, correcteur thermique, alors, on va tout de suite dire les vedettes. Hein. Il y a terre-paille, chanvre chaud, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est vraiment les plus connus et les plus courants. On n'a pas besoin de mettre épais. Plus on met épais, plus on aura de la performance, mais plus ça va coûter cher, plus on va consommer de ressources, plus il faudra d'énergie pour le faire. Toutes choses qui manqueront en matière de ressources aux générations futures et en matière d'énergie pour faire d'autres choses avec. Donc, il faut qu'on soit sage. Et l'idée, c'est d'appliquer en toute chose la loi de Pareto qui dit que si je devais mettre 1 mètre ici pour résoudre, on ne résout jamais le 100%, mais on va dire être très proche du 100%, si, alors, 1 mètre non, mais si avec 20-25 cm de correcteur thermique, j'élimine 99% de la chaleur qui est transmise dans le mur, ça c'est l'idéal, mais je mets 20 ou 25 cm. Si avec 5 cm, j'élimine 80% de la fuite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas atteint, tout à l'heure j'avais le quasi 100%, là j'ai fait seulement 80%, mais avec très peu d'épaisseur. Donc très peu de ressources, très peu d'énergie consommée, et je suis dans la vertu. Donc le but c'est ça, c'est être vertueux. Et à partir de ce moment-là, je vais être dans le confort. Alors, ouais, mais seulement, la propriétaire va dire, mais mes pierres, moi je ne les vois plus, j'ai envie de les voir. Alors déjà, on va faire un enduit sympa, parce que l'enduit final, qui est le parement, on peut le faire avec de la terre du jardin. Si ça se trouve, elle va très bien pour ça. On peut le faire avec de la terre qu'on achète. On peut le faire avec un enduit sable chaud. On aura ça. C'est ça qu'on verra. Hein. Mais en continu, on peut laisser une pierre apparente de place en place pour le plaisir des yeux, qui va nous évoquer qu'il y en a plein partout. Hein. Donc ça, c'est plus une évocation. Et on peut, à ce moment-là, garder toutes les pierres qu'on a sur les murs intérieurs, qui, eux, ça part dans le mur, mais on s'en fout. Ça va redonner l'autre côté. Ça va redonner sur les côtés. Donc ça, c'est pas un problème. Hein. Et donc, ça, on va le garder. Aucune on pourrait l'enlever aussi, mais on peut le garder, c'est pas trop pénalisant. Hein. Même pas pénalisant du tout, d'ailleurs. Et par contre, là, ouais, le conseil, c'est de corriger. C'est de corriger. Donc, pour reprendre la solution, correcteur thermique, 5-6 cm. Alors, selon les méthodes de mise en œuvre, des fois, on peut avoir besoin d'en mettre plus. Si on fait, par exemple, du chanvre chaud ou du terre-paille, qu'on le fait avec un banchage devant, c'est-à-dire qu'on le fait sans application mécanique, avec 5-6 cm, on n'arrive pas à passer. Il faut plutôt 8, 10, voire 12 cm. Donc, pour des raisons techniques, parce que j'ai choisi de le faire moi-même, parce que ça me botte, ça me fait plaisir, je vais travailler avec mes petites mains, avec des petits bouts de bois pour tasser. Si j'ai que 5 cm, j'y arrive pas. Il me faut plutôt 8, 10, 12 cm. Si par contre je prends un artisan qui est équipé d'une machine, qui va faire du projeté direct, là, à surface ouverte, hein, on va voir là, avec 5 cm, je suis bon. Alors pour revenir, parce que là pour le moment, j'ai toujours pas répondu à notre cliente, qui disait, mais c'est quoi les panneaux rayonnants? Alors le panneau rayonnant, le rayonnement infrarouge, parce que le panneau rayonnant, c'est ça, c'est sous-entendu, rayonnement d'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce qui nous réchauffe. C'est ce dont on a besoin pour avoir chaud. Les ultraviolets, ça nous donne des coups de soleil. Les infrarouges, ça nous réchauffe. Hein, donc voilà, on veut celles qui nous échauffent, enfin ceux qui nous échauffent. Et donc, on va essayer, j'ai dit qu'on avait des échanges permanents entre nous et les éléments, c'est-à-dire le parement. Et le parement nous en renvoie. Et le parement, je vais essayer de faire qu'il m'en envoie plus que ce que je lui en envoie. Et à ce moment-là, je vais être dans le bénéfice et je vais être dans le confort. Et je n'aurai pas besoin de chauffer beaucoup. Ça, c'est le but du jeu. On va vers la vertu, là. Hein. Et donc, à ce moment-là, mon parement final, j'ai toujours mon enduit correcteur d'effusivité. Je mets un parement final, mais non plus de 2 cm ou 1 cm, ce qui est suffisant pour qu'il y ait ce fonctionnement sur l'effusivité. Mais je vais prévoir de mettre 4-5 cm. Mais pas partout. Je vais prévoir un panneau de dimension relativement grande, et on va voir pourquoi après. Et donc, je vais, avant de faire mon enduit, mettre un support. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit des techniques avec des colliers qui vont nous permettre de fixer des serpentins contre le mur. Hein. Soit autrement, on peut aussi mettre un treillis en fibre de verre. On peut mettre de la canisse.
On a pas mal de solutions. Et sur ces supports-là, ou avec ces moyens-là, on va fixer un serpentin et on va l'enrober dans le parement final. Mais on va s'arranger pour qu'il y ait au moins 2 cm devant les serpentins. Parce que dans le serpentin, on va faire quelque chose du serpentin. On ne le met pas là juste comme ça pour se faire plaisir. Hein. On va faire passer de l'eau chaude dans le serpentin. Et je disais tout à l'heure, l'efflusivité est améliorée par la température du support, du parement. Et donc, si mon parement, je le fais monter en température, il va émettre d'autant plus. Le parement a une capacité d'émission de par sa composition, mais qui est accentuée de par sa température. Et à ce moment-là, au lieu de chauffer avec des radiateurs ou un plancher chauffant, qui fonctionnent sur le même principe, hein, si je mets des serpentins dans le mur, contre le mur, je mets mon parement qui vient noyer mes serpentins, le parement va monter en température et va émettre, et moi je vais recevoir. Et là, c'est le top. Sauf que, si j'ai un serpentin ici, voilà, on va les faire comme ça, voilà, j'ai des serpentins qui sont écartés comme ça. Alors, après, on peut les serrer plus, c'est ce qu'on appelle le pas, c'est l'écartement entre les spires. Et donc, je vais envoyer de l'eau chaude là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le parement qui est autour, là, va être plus chaud que celui qui est là. Donc, lui, il va se dilater plus que celui-là. On a des risques de fissuration. Donc, pour éliminer ou réduire un maximum les risques de fissuration, si je mets trop peu de vent, je vais fissurer à tous les coups. Si je mets suffisamment, je ne vais pas fissurer, ou beaucoup moins. Et le but, c'est ça, c'est d'envoyer pour fissurer le moins possible. Et après, plus le panneau est petit, plus pour avoir suffisamment de rayonnement, je vais devoir envoyer de l'eau chaude, parce que j'ai une petite surface qui rayonne. Et donc, je veux beaucoup d'infrarouge, ben, je suis obligé de lui demander de m'en envoyer beaucoup. Et je ne vais pas changer sa nature même, sa nature profonde d'organisation moléculaire, etc. Mais je vais la faire monter en température. Donc, je vais envoyer de l'eau plus chaude. Si j'envoie de l'eau plus chaude, j'ai plus de risque de fissuration. Et j'ai moins de surface qui émet. Donc, j'ai moins de chances, en me déplaçant, de recevoir toujours de l'infrarouge. Donc, d'être toujours dans le confort. Donc, je vais plutôt, à ce moment-là, augmenter la surface de mon panneau rayonnant. Et au lieu de serrer comme ça mes spires, je vais les écarter beaucoup plus. Et au lieu d'envoyer de l'eau à 45 ou 50 degrés, je vais envoyer de l'eau à 35, 38 degrés. Et à 35 ou 38 degrés, je vais beaucoup moins risquer la dilatation énorme dans un certain point et pas dans d'autres. Donc je vais limiter les risques de fissuration. Et de plus, sur un plan thermique pur, c'est beaucoup plus facile de faire monter de l'eau à 35-40 degrés qu'à 50 degrés. Et au-delà, plus on monte la température, plus on va avoir une consommation par degré. Alors, ça va contre les lois de la physique, parce que la physique, non, c'est il faut tant de joules pour gagner un Kelvin, etc. Sauf qu'après, on a les rendements des appareils qui baissent. Et donc, les rendements des appareils, ben, notamment, par exemple, les pompes à chaleur, faire de l'eau chaude à 38 degrés, pour elles, c'est pas très compliqué. De l'eau chaude à 50 degrés, elles consomment énormément. Ce sont des machines beaucoup plus chères, beaucoup plus complexes, donc beaucoup plus fragiles, beaucoup plus coûteuses à l'entretien et qui cassent plus rapidement, qui sont à changer. On va se donner, bon, ce n'est pas des valeurs absolues que je donne, hein, mais une pompe à chaleur, 12-15 ans. Voilà, c'est à peu près ça qu'on peut annoncer en fin de vie. Mais si elle est énormément sollicitée parce qu'on veut de l'eau à 50 degrés, parce qu'on a un petit panneau rayonnant, peut-être que je vais lui enlever un tiers de durée de vie. Et quand je vais la changer, ben à nouveau, des ressources consommées, de l'énergie consommée, des émissions de gaz à effet de serre, des bouleversements climatiques, etc. etc. Donc à nouveau, il faut qu'on aille vers la vertu. Et à chaque fois, il y a plusieurs curseurs. Il y a le curseur de mon confort, ce que je veux. Il y a le curseur de l'énergie consommée. Il y a le curseur des CO2 émis, etc. Et il faut qu'on arrive à trouver une moyenne pour qu'on soit le plus vertueux possible. Et le plus vertueux possible, c'est déjà qu'on apprenne, nous, à être moins gourmands. Et peut-être qu'au lieu de rester vraiment en petite tenue l'hiver, quand il fait moins 10 dehors, petite tenue chez soi, on se met un pull. Déjà, on va gagner, quoi. On met des chaussures à semelle épaisse, on va gagner. Alors après, pour moi, l'idéal, c'est le bonnet péruvien, quoi. Le
Le bonnet péruvien, c'est exceptionnel. Alors, la personne qui prend les images fait la grimace, parce que oui, effectivement, le bonnet péruvien, bon, ok. Mais le bonnet péruvien, on perd presque un tiers de notre chaleur corporelle. On perd 60% de notre chaleur corporelle par rayonnement, et un tiers de ce rayonnement, on le perd au niveau de la tête. Donc, si je mets un bonnet péruvien qui me cache un maximum, eh bien, je vais perdre beaucoup moins. Et porter un bonnet péruvien pendant 10 minutes à l'intérieur d'une maison, c'est 1 heure de confort. On l'enlève, et puis quand on recommence, hop, tiens, je vais remettre le bonnet péruvien. Et ben voilà, le bonnet péruvien, c'est pas pour rien. Au Pérou, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de sous, ils ont très peu de bois, etc. Donc, il y fait froid, parce qu'on est sur les hauteurs de la cordillère des Andes. Hein. Ben, ils ont inventé le bonnet péruvien, ben voilà, hein, tout simplement. Hein. Avec pas beaucoup de laine, on a beaucoup d'efficacité. Comment est-ce qu'on chauffe l'eau à l'intérieur des serpentins? Voilà. Est-ce que, donc tout à l'heure, quand tu as plus développé, c'était, tu nous as demandé, est-ce que le parement lui-même va chauffer l'eau? Alors, voilà, non, il ne chauffe pas l'eau. Le parement, alors c'est bien quand on a de l'eau qui est très chauffée, parce que l'eau, c'est ce qui nécessite le plus d'énergie, le plus de joules pour être chauffé, hein, pour gagner 1 Kelvin, pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg d'eau, donc 1 litre d'eau, hein, il faut environ 4200 joules. Pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de granit, il faut 850 joules. Donc on voit qu'avec 850 joules, mon granit, 1 kg va gagner 1 Kelvin. Le litre d'eau, le kilo d'eau, 4200 joules. Donc plus de 5 fois plus. Donc quand dans mon serpentin, j'ai de l'eau qui a été chauffée, j'ai donc, pour le coup, pas généré du chauffage, mais j'ai par contre accumulé de la chaleur par inertie. Donc c'est aussi très bien. Mais vu, même s'il y a peu de chaleur spécifique, peu de joules pour chauffer 1 kg de granit, par contre, dans un mur comme celui-là, il y a tellement de kilos de granit que ça compense. Hein. Et donc là, par contre, on va s'en être coupé. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui en apporte plus. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on la chauffe, cette eau. Et on va la chauffer avec quoi? Ben, on va la chauffer avec une chaudière, avec de l'eau chaude produite par des panneaux solaires. On va produire de l'eau chaude avec du photovoltaïque dans un ballon d'eau chaude. Et ces choses-là donc font partie de, alors selon à quelle époque ça va être regardé, de ce qui est déjà dans la chaîne ou de ce qui va y être. Hein, puisque la chaîne Papy-Claude. Hein, et donc l'idée, c'est pour être vertueux, il faut se dire, je veux avoir du confort chez moi. Donc pour avoir du confort chez moi, dans l'idéal, il faut que j'arrive à produire des infrarouges et à les capter. Donc, quel va être le moyen le moins coûteux, le moins polluant, le moins impactant sur l'environnement pour produire cette chaleur? Donc, dans l'ordre, on l'a beaucoup fait. On a brûlé des dérivés du pétrole, hein, du fioul, de l'essence, du gaz, etc. Mais, enfin, le gaz, c'est encore autre chose. Hein. Donc ça, de toute façon, ça devient interdit. Donc voilà, le problème ne se pose plus. Mais même si ça n'était pas interdit, on se l'interdit. On a le gaz naturel, celui qui est au tréfonds. Hein. Donc lui, c'est pareil, hein, on relâche dans l'atmosphère du carbone qui a été piégé entre moins 300 et moins 360 millions d'années. Donc on déséquilibre l'équilibre actuel qui constitue celui de notre biotope. Ben, malheureusement, on subit voilà, bouleversement climatique, réchauffement, assèchement, enfin des sécheresses, feux, tempêtes, etc., etc., inondations, j'en passe et des meilleurs. Hein. Mais donc qu'est-ce qu'on a qui nous permet d'avoir soit de l'énergie, soit de la chaleur pas chère? La chaleur pas chère, ce midi, on mangeait entre collègues et on parlait notamment de Reykjavik, donc l'Islande, où et le collègue disait, je vais aller en Islande, donc je vais voir des maisons hyper isolées. Non, ils ne sont pas isolés du tout, ils s'en foutent. Il y a les volcans en dessous. Donc eux, de la chaleur, ils en ont tenté plus gratos. Donc, quelque part, ils sont vertueux en n'isolant pas. Puisque de toute façon, cette chaleur, elle est là. Ils l'utilisent. Donc voilà, on est dans la vertu en l'utilisant parce qu'elle les est fournie gratuitement. Bon, sinon, de toute façon, elle partirait quand même dans l'atmosphère, ça ne changerait rien. Donc voilà, isolé en Islande, ben, c'est un peu couillon. Isolé thermiquement, j'entends. Hein. Non, on va rester sur l'Islande. On aurait pu parler d'un autre pays, mais on va rester sur l'Islande. C'était plutôt négatif de parler de l'autre. Et donc, nous, on n'est pas en Islande. Donc, la chaleur du sol, oui, on peut le faire avec de la géothermie, mais il va falloir qu'on mette
en parallèle une pompe à chaleur qui va servir. C'était un petit peu l'idée que j'avais en tête. Ouais, mais c'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas une mauvaise idée. Mais cette pompe à chaleur, donc on va aller à ce moment-là travailler avec le sol. C'est plus performant qu'une pompe à chaleur RO, parce que la pompe à chaleur, on parle de 2 éléments dans la pompe à chaleur. Quand on dit, ça peut être une OO, RR, RO, OR, etc. On a à chaque fois dans quoi je vais pomper mes calories. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans la terre, ça peut être dans l'air. Et il y a qu'est-ce que je vais chauffer et comment je vais transporter et restituer mes calories. Ça peut être via de l'eau, via de l'air. C'est pour ça on parle très souvent des RO, parce que ce sont les moins chers. On puise des calories dans l'air. On a tous vu ces espèces de petites caisses qui sont contre les maisons, hein, avec un ventilo qui tourne là-dedans. Hein. Donc ça, on puise l'air les calories dans l'air extérieur. Et ces calories-là qu'on a puisées, et par changement de phase de l'eau, enfin bon bref, il y aura des vidéos aussi qui expliquent ce qu'est une pompe à chaleur. Hein. On va envoyer des calories dans la maison, on va produire de la chaleur pour la maison, et à ce moment-là, le plus confortable pour la restituer, c'est d'utiliser de l'eau. Donc là, la pompe à chaleur pourrait chauffer l'eau qui va circuler dans les serpentins. Sauf que la pompe à chaleur, quand il fait en dessous de 7 degrés, elle perd du rendement. En dessous de 3, ça devient quasi... Ça fonctionne encore, mais pas beaucoup. Hein. Et en dessous de 0 degré, c'est quasiment une résistance électrique qui est dedans, qui vient chauffer notre eau. Et les températures sont variables entre le jour et la nuit. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une réserve de chaleur, quelque part, que j'aurais produite, cette chaleur, pendant que les conditions étaient les meilleures. C'est-à-dire, dans la journée, j'ai 10 degrés, donc ça va, ma pompe à chaleur travaille dans de bonnes conditions, je peux produire de l'eau chaude, mais je prends un ballon de 500 litres d'eau, et pendant que c'est bien, je chauffe cette eau. On a vu tout à l'heure que l'eau, c'est énormément d'énergie stockée, énormément de capacité, et je reprends les calories dans mon réservoir d'eau via un autre serpentin que plongé dedans, qu'on va appeler un circuit secondaire, qui lui est celui qui va venir dans les serpentins. Et quand l'eau, elle a fini, donc, parce qu'à force de circuler dans le serpentin, elle se refroidit, elle retourne dans le ballon et elle reprend des calories, etc. L'idéal étant que j'ai un ballon qui soit le plus longtemps chargé par ma pompe à chaleur. Parce qu'une fois que je l'ai acheté, la pompe à chaleur, j'ai besoin d'un peu d'électricité pour la faire tourner. Mais j'ai un rendement qui est amélioré via ce qu'on appelle le COP, hein, le coefficient de performance de l'appareil. Et pour la faire simple, je consomme 1 kWh, j'ai environ 2 à 3 fois qui sont restitués, donc j'ai un COP, ce qu'on appelle de 3 à 4. Voilà, j'augmente. Hein. Je consomme 1, je récupère 4. Mais quand la température chute, je peux aller jusqu'à 1 pour 1. Auquel cas, la pompe à chaleur, c'est comme si j'avais rien. Hein. Et donc, ça, c'est dans l'idéal. Hein. Alors après, on a d'autres systèmes. Hein. On a d'autres systèmes, un que j'aime beaucoup. C'est, on met du photovoltaïque. Avec le photovoltaïque, on fait de l'électricité. L'électricité, quand on en a, on chauffe l'eau du réservoir. Le cœur va toujours être ma réserve d'eau, parce que par définition, l'énergie gratuite est alternative, c'est-à-dire qu'elle est là ou elle n'est pas là. Et donc je dois, quand j'ai les conditions idéales, en stocker. Donc je ne vais pas stocker de l'électricité dans des batteries, parce que ça coûte 1 bras, 2 bras, et en plus, ça consomme des ressources, etc. Bon, on sait aujourd'hui recycler les batteries, mais un recyclage de batterie, c'est quand même à nouveau beaucoup d'énergie, chaque fois toute action qu'on fait, c'est de l'énergie qu'on consomme et du gaz carbonique qu'on relâche. Voilà, c'est comme ça, hein, donc il faut qu'on le sache. Et donc, effectivement, le plus simple, c'est quand j'ai de l'électricité, je fais de l'eau chaude. Parce que ma batterie d'eau chaude, c'est simplement un réservoir de 500 litres. Donc, au bout de 50 ans, s'il est percé, je remets un autre réservoir. Ou je le répare. Mais je n'ai pas quelque chose qui, comme une batterie, au bout d'un certain nombre de cycles,
où au bout d'un certain nombre d'années, bah, elle a tellement perdu de son rendement initial qu'elle n'est plus valable, quoi. Mon ballon d'eau chaude, dans 50 ans, si je l'ai bien entretenu, s'il a été bien fabriqué, il sera toujours là. Et puis voilà, donc de temps en temps, je peux avoir un peu de fuite d'eau, je remets de l'eau dedans, puis voilà, c'est pas bien grave. Hein. Donc, c'est le cœur, c'est mon stockage. Parce qu'il va falloir qu'on aille vers les énergies, je le redis, les énergies renouvelables, donc forcément alternatives. Intermittentes, pas alternatives. C'est une alternative vers des énergies intermittentes, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai le photovoltaïque, j'ai la production d'eau chaude solaire, qui marche aussi très bien, très très bien, mieux, avec un meilleur rendement que le photovoltaïque. On est en Bretagne. Ouais, mais ça marche. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Ouais, mais l'endroit où il y a le plus de photovoltaïque ou de production d'eau chaude solaire installée, eh ben, c'est l'Europe du Nord. Donc le Danemark, ce sont les rois du solaire. Ils en ont beaucoup plus que nous. Ils ne se posent pas la question. À un moment donné, il faut se dire, ok, j'ai un facteur d'ensoleillement qui est un peu moins bon que, effectivement, peut-être sur la Côte d'Azur. Et ça se calcule. Ça se calcule. Et à ce moment-là, on dit, bon, mais par contre, j'ai moins de problèmes de sécheresse. Donc, est-ce que j'habite plutôt en Bretagne ou plutôt sur la Côte d'Azur? Bah, ça dépend. On a toujours la côte en Bretagne, mais c'est vrai que si on va aller se baigner, il ne faut pas espérer avoir 30 degrés dans l'eau, hein, parce qu'on peut se baigner beaucoup. Hein. C'est comme ça. Mais on mange des homards d'excellente qualité. Hein. Donc, voilà, pas tout avoir. Hein. Des cèpes, etc., qui n'ont pas. Hein. Donc, c'est comme ça. Ou en Normandie, ben, on aura peut-être encore un petit peu plus d'eau, ou en Vendée, puisqu'on est dans ces régions-là, on aura peut-être un peu plus de soleil. Voilà. C'est toujours, à nouveau, des curseurs qu'on bouge. Hein, c'est des curseurs. Et s'il faut, peut-être qu'on va, effectivement, par rapport à la Côte d'Azur, devoir mettre 30% de photovoltaïque en plus. Mais, par contre, je n'ai pas besoin, je ne me préoccupe pas trop de ma réserve d'eau. Donc, bah, ce que je n'ai pas dépenser dans des accumulateurs d'eau, etc., des citernes, bah, je le mets dans mon photovoltaïque. Ce que je n'aurais pas consommé en ressources pour mes citernes, je l'aurais consommé sur mes panneaux. Ce que je n'aurais pas émis en CO2 pour fabriquer mes citernes, je l'aurais émis, mais de toute façon, on a un impact. Et l'idée, c'est de trouver le meilleur compromis possible. Et une des certitudes que j'ai, c'est que la résilience d'une maison, la capacité de vivre en situation dégradée, puisque c'est ça, hein, je manque de certaines choses, c'est précisément avec quoi je vais pouvoir pourvoir à ça. Hein. Et on sait que, à moins de retourner au 19e siècle, on ne peut plus vivre sans électricité. Ça n'est pas possible. On n'a plus de téléphone, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus d'éclairage, on n'a plus rien. On va le savoir très bientôt. On va le vivre, je pense, très bientôt, ça c'est clair. J'espère qu'on le vivra de façon là aussi très intermittente et courte, mais ça va être une façon de dire et de faire comprendre aux gens, vous voyez, c'est pas immuable. C'est pas, voilà, ah, j'ai un interrupteur, quel que soit le climat, le temps, le machin, j'appuie, pouf, j'ai de l'électricité. Ben non, aujourd'hui j'appuie, ah, il n'y en a pas. C'est quoi? Ah ben c'est ce qu'on appelle un blackout. Donc en espérant qu'il y en ait le moins possible et qu'il soit le mieux géré possible, mais ils sont incontournables. Hein. Donc, alors, on sait qu'il va nous falloir de l'électricité, on sait qu'on va devoir plancher sur qu'est-ce que de quoi je peux me passer. Hein. Est-ce que lorsqu'il y a une pénurie d'électricité, je peux manger des haricots verts en conserve, ou est-ce que je peux manger des crudités, ou est-ce que je fais des frites? Bah, s'il y a un blackout et qu'on a une friteuse électrique, on ne fait pas de frites. Si on a une lessive à faire, bah on attend qu'il y ait du soleil pour avoir un col photovoltaïque qui produise. C'est comme ça. Donc on va devoir s'adapter. Et ce que l'on sait, c'est que si on chauffe, par exemple, on privilégie du panneau thermique solaire. On a un meilleur rendement qu'avec du photovoltaïque. Mais l'été, quand je n'ai pas besoin de chauffer, je fais quoi de ma capacité de production? Elle ne sert plus à rien. Alors que si je dimensionne à 80% de mes besoins, ou à 60%, ou à 70% sur le photovoltaïque. Le reste, je vais l'amener peut-être parce que je vais avoir un fourneau bouilleur. Donc, crac, je fais une petite flambée en même temps. Et bien voilà, le fourneau bouilleur, pour moi, bah, alors, a priori, on a les mêmes attirances. Moi, j'aimerais bien du photovoltaïque et
un fourneau bouilleur. Et le fourneau bouilleur, eh ben, c'est du bois bûche. Sans dévoiler exactement où on est dans une région où du bois, il sera à peu près toujours possible de s'en fournir sous forme de bois bûche, pas de plaquettes, hein. Donc pas de granules, quoi, hein. Et donc, je brûle une ou deux bûches dans un fourneau à post-combustion, vraiment performant, etc. Et pendant ce temps où je brûle 2, 3, 4, 5 kilos de bois, selon la taille de ma réserve d'eau, selon l'énergie que je veux stocker, parce que j'ai regardé la météo, hein, parce que la météo, elle n'est pas fiable à 100%, mais elle nous donne quand même de bonnes idées de ce qui va se passer, eh bien, je stocke de l'eau chaude pour les moments, en attente du moment où je vais avoir à nouveau du soleil qui va m'aider. Sachant que le photovoltaïque, c'est pareil, il est comme le thermique, hein. Ce n'est pas le soleil directement dessus, c'est la luminosité. Mais il est clair que plus elle est élevée, mieux ça marche. Donc quand j'ai du soleil, ça marche mieux que quand j'ai des nuages qui pleut quand même. Voilà, ça c'est clair, hein. Mais voilà un petit peu. Alors pour revenir, ben, c'est avec tous ces systèmes-là qu'on va produire de l'eau chaude, qu'on va envoyer là-dedans. Mais on aura probablement besoin d'en produire moins avec un panneau de grande dimension que si on prend un petit radiateur étriqué dans lequel on va balancer de l'eau chaude à très haute température. Donc l'idée, à nouveau, c'est d'essayer de trouver le système qui va nous permettre d'avoir la meilleure réception possible, le meilleur ressenti possible avec la moindre consommation. Donc c'est vraiment tout cet ensemble-là qui est à prendre en compte. Donc on est devant le bâtiment et on voit sur le toit qu'il y a des différentes altitudes de faîtage et même de sablière. On a donc cette partie gauche qui est plus basse, qui est faite avec des jambages en pierre de taille. On a un linteau en pierre et on a donc des pierres qui sont beaucoup plus régulières, des alignements qui sont beaucoup plus réguliers que sur la seconde partie, qui elle est plus haute, est équipée de lucarnes, a des jambages qui sont faits en pierre, des pierres de bonne taille, mais qui sont quand même plus du tout venant que de la pierre de taille. On a ici un linteau qui était probablement en bois, qui a été remplacé peut-être par un UPN, peut-être par du béton armé, et qui a été habillé. En tout cas, on a des pierres qui sont de la même origine, on est dans la même région, donc c'est le même type de pierre. Là-bas, elles sont beaucoup plus taillées ici. On a des pierres de taille pour les encadrements des menuiseries, on ne l'a pas ici. On n'a pas les mêmes linteaux, on n'a pas les mêmes hauteurs de toit, on n'a pas les mêmes sablières. Ici, on a une toiture avec des lucarnes, là-bas non. Donc, quelque part, on est sur deux bâtiments différents. Et il y a une autre grosse différence qu'on ne voit pas ici, c'est que là-bas, les murs sont infiniment plus épais qu'ici. Donc, possiblement, une interprétation. Peut-être que ça pourrait se retrouver en allant chercher dans les actes anciens, au fur et à mesure de l'évolution, hein. Mais probablement que là, on a quelque chose de beaucoup plus ancien, qui probablement était la partie habitable, parce qu'on fera une photo de l'annexe qui est derrière, qui, elle, est en pierre de tout venant, ce qu'on appelle, et avec des linteaux bois, donc qui viendraient en opposition avec ça. Et probablement que c'était une petite ferme avec ces deux bâtiments-là. Et après, ils ont agrandi, et ça, c'est apparu après. Et on a là-bas des murs épais, là on a des murs plus minces. Est-ce que ici on avait un passage, par exemple, pour avoir entré dans une charretterie ou quelque chose pour stocker le foin? Interprétation, mais possible évolution. Et donc probablement que ça expliquerait la différence d'épaisseur des murs et la différence qui serait liée à quoi? Là-bas on aurait des mortiers beaucoup plus anciens avec très peu de liant. Là des mortiers beaucoup plus récents avec du liant et probablement un petit peu de liant en tout cas à base de ciment Portland, donc ce qu'on appelle du bâtard. Un peu de chaud, un peu de ciment. Là-bas, on a probablement que de la terre, voire terre chaude, en tant que liant pour poser les pierres. Donc des murs qui nécessairement devaient être plus épais. Voilà un petit peu les explications. Et pour continuer sur les explications, les toits n'ont pas été faits en même temps. Et donc là, on a un toit qui était plus court. Ici, il était plus long, et allez savoir pourquoi. Ici, on l'a équipé de gouttières, et là, non. Peut-être que, tout simplement, parce qu'avec les lucarnes, c'était pas très pratique, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. Mais, alors, ça génère quoi? On a
ici une projection d'eau. Donc on a quand même, là, l'avant-toit est un petit peu plus long que là-bas, donc ça projette l'eau assez loin. Donc elle tombe quelque part par là. C'est très bien, on est sur du gravier. On n'a rien qui bloque cette eau quand elle arrive là, style trottoir ou autre, qui empêcherait les remontées capillaires de s'évaporer. Donc on n'a pas de désordre particulier, si ce n'est que les projections font que on prendra une photo, on a le pied de mur qui est plus noir, plus de mousse, plus de développement, de micro-algues, etc. Et ça, c'est lié à une projection d'eau. On est quand même dans l'ouest de la France, un peu de temps en temps, ça arrive. Donc voilà un petit peu l'explication que j'ai de la chose. Après, je ne mets pas ça comme étant une vérité absolue, mais c'est une des possibilités. Donc là, nous sommes sur l'arrière de la maison, donc façade ouest. Donc, et on voit un agrandissement qui a été fait par les anciens propriétaires, qui m'alerte. On ira voir dans le grenier ou dans les parties habitables du haut un petit peu comment ça se passe. Dans l'alignement donc de cette partie neuve qui a été faite, on a un faîtage qui va rejoindre le faîtage de la maison. Qu'est-ce que le faîtage? Un toit à deux pans, il se rejoint en un endroit, et la ligne où il se rejoint, c'est ce qu'on appelle le faîtage. Et là, on voit que sur la partie droite, c'est droit. Par contre, dès on est dans l'alignement du mur intérieur de refend qui porte la panne faîtière, qui supporte donc les chevrons. On a la technique, on a une pièce de bois qui va d'un pignon à l'autre, qu'on appelle la panne, qui reçoit les chevrons, qui eux vont recevoir les ardoises. Je simplifie un peu, mais c'est ça. Et donc, pour aller du mur de refend qui est à gauche du Velux jusqu'à la cheminée, c'est droit. Et depuis la gauche du Velux à rejoindre l'autre maison, ça fait le creux. Et ce que je voudrais voir, c'est, parce qu'on a aussi une panne faîtière sur cette nouvelle avancée qui vient finir donc par ce demi-hexagone qu'on a là, hein, ou en tout cas à facette qu'on a là. Et donc depuis là, on a une faîtière qui retourne à l'autre, et probablement que cette faîtière a été fixée sous la faîtière qui va depuis le mur de refend jusqu'à l'agrandissement. Et là, on a donc cette panne, on est venu en fixer une autre dessous, et on a trop de poids dessous. Et elle a creusé. Alors, là encore, hein, il y a forcément des solutions pour pas redresser, parce qu'en règle générale, on ne redresse pas, mais pour empêcher que ça aille plus loin. Et donc ça, on va voir depuis l'intérieur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une préférence, l'utilité de choisir entre le chaud chanvre et le chaud sable? Ok. Alors, le chaud chanvre et le chaud sable sont toujours des mortiers, mais qui ont le même liant, la chaux, mais pas les mêmes agrégats. Le chanvre va apporter un côté rupteur thermique. Il n'est pas franchement isolant, parce qu'il n'a pas les valeurs suffisantes pour qu'on puisse le qualifier comme ça, mais il transmet beaucoup moins la chaleur. Alors que le sable, donc, et en plus, si tu veux, il est léger. Donc, tu vas avoir un mortier, quand tu vas prendre un mètre cube de mortier sec, pris, il va, avec le chanvre, peut-être peser 2 ou 3 fois moins lourd que le même mètre cube sable chaud. Parce que l'agrégat, donc, le chanvre est un matériau, la chèvre de chanvre, c'est très léger, alors que le sable, c'est quand même très dense, quoi. Et donc, du fait de la différence de densité, du fait de la différence de dureté du matériau, de conductivité intérieure du matériau, tu vas avoir avec un mortier chaud chanvre quelque chose qui va ralentir la transmission, mais qui a une très faible capacité d'accumulation et de renvoi. Donc, tu as le mur extérieur, tu vas mettre du chaud chanvre sur le mur, parce qu'il transmet peu, mais pour celui qui accumule la chaleur, qui peut donc te renvoyer du rayonnement, qui a besoin de masse et d'une diffusivité la meilleure possible, tu vas utiliser un sable chaud. Donc, tu auras toujours le liant chaud, qui peut être le même chaud, mais l'un aura pour principal agrégat
un agrégat très léger, donc va ralentir le transfert de chaleur, va permettre de la stocker un tout petit peu du côté chaud, mais pas beaucoup, mais un peu quand même. Et l'autre va être très dense, et lui va permettre d'avoir une très bonne réémission vers l'intérieur. Vraiment, le pari gagnant, c'est cumuler les deux. Ta question est, est-ce que le sable ou la terre sont la même chose? Voilà, voilà, je sais que le sable, il me semble que c'est de la pierre à la base, c'est de la roche, me semble-t-il. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un choix à faire entre le sable qui me semble être plus épais et la terre du jardin, par exemple, qu'on pourrait utiliser? Ouais. Alors oui, la grande différence, c'est que la terre en elle-même, souvent, il faut une terre un peu argileuse. Et l'argile, donc, ce sont des plaquettes qui se collent les unes aux autres. Et en fait, l'argile, c'est un liant. Aussi longtemps qu'il est un petit peu humide. Un argile complètement sec, ben, sauf s'il a été cuit, quel cas ça devient une céramique, c'est autre chose. Hein. Mais un argile non cuit qui est sec ne tient pas. Il n'a aucune consistance et on ne peut pas s'en servir mécaniquement. Donc pour qu'il tienne et qu'il lie des choses entre elles, il a besoin de rester un peu humide. Et donc c'est le liant et tu vas remettre d'autres choses dedans, des agrégats qui vont être la paille. Mais la différence entre l'argile, et on a parlé de la chaux, du ciment, etc. La chaux, le ciment font des prises hydrauliques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou par carbonatation si c'est une chaux 100% aérienne, mais à un moment donné, ils redeviennent du minéral dur. La terre, si on la sèche complètement, elle va redevenir de la poussière, certes dure, mais de la poussière. C'est-à-dire que les particules ne vont pas tenir entre elles. Alors que les autres liants, eux, les particules vont se lier entre elles. Et donc, l'argile doit rester légèrement humide. Et donc, lorsque tu optes pour de l'argile, tu vas combiner avec de la chènevotte de chanvre, c'est un peu délicat, mais tu vas surtout combiner avec de la paille, parce que souvent, c'est un petit peu l'option qu'on prend, hein, et ça se fait le plus souvent manuellement, même si on nous dit aujourd'hui on peut avec les machines, etc. Moi, pour le moment, terre-paille, c'est manuel. Hein. Et donc, on va bien avoir un liant, l'argile et la terre, hein, et la paille. Et maintenant, si je veux avoir quelque chose, donc là, je peux faire un correcteur de diffusivité, un correcteur thermique. Mais si je veux un parement intérieur, je peux utiliser la terre seule, à la condition qu'elle contienne assez d'argile. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, je pense. Ouais, moi aussi je le pense, mais à constater et à contrôler. Et là, on a une de nos collègues, donc qui fait partie du staff, mais qui est formatrice et qui maîtrise parfaitement ces sujets-là, donc qui, je pense, viendrait avec plaisir dire bon, après, je fais payer, bon, voilà, tout le mérite salaire, hein, bien évidemment, mais qui maîtrise beaucoup mieux que moi. Mais sur la théorie, si tu veux, la terre, dès l'instant où elle a suffisamment d'argile, va permettre de faire un parement qui va s'autosuffire. C'est-à-dire, si tu mets du sable, c'est un agrégat, tient pas. Si tu mets que du ciment ou de la chaux, c'est un liant tout seul, ça va fissurer, ça va marbrer, c'est pas possible. Il faut vraiment, là, qu'on ait à la fois un liant et un agrégat. Alors que la terre, c'est à la fois des fines qui sont dedans, c'est d'autres particules que de l'argile et de l'argile. Donc c'est déjà presque un mortier à lui seul, à elle seule la terre. Et donc elle s'autosuffit, à la condition d'avoir des pourcentages adéquats et à la condition de ne pas complètement assécher le mur. Et c'est pour ça que très régulièrement, sur des vidéos ou autres, je dis, si on fait des drains proches de maisons, il n'y en a pas besoin ici, hein, ça on est clair. Hein. Mais si on faisait un drain contre une maison comme celle-ci en pierre, il faudrait le mettre au moins à 1 mètre du mur pour ne pas assécher ce mur, parce que comme il est monté au moins en grande partie avec de la terre, ben on a besoin que cette terre, pour rester liante, elle soit légèrement humide. Quand on la regarde, qu'on la touche, on a l'impression qu'elle est sèche, mais il y a toujours un taux d'humidité dedans. Si on prive nos murs de remontée capillaire, on les assèche trop. S'il y en a trop, ils ne sont pas bien. S'il n'y en a pas assez, ils ne sont pas bien. Donc, mais ils se débrouillent seuls, hein. Ils sont bons. Hein.